Merci beaucoup. Eh bien, nous allons commencer par ce dont vous avez parlé, Madame Pinel, la participation citoyenne, où vous avez parlé aussi de gouvernance, Monsieur Souchon. Et pour cette première table ronde sur les actions concrètes et les méthodes pour renforcer le lien social au sein des territoires ruraux, j'appelle tout de suite à me rejoindre Joe Spiegel, qui est le maire de Kingersheim, et puis Alain Calmette, qui est le député du Cantal, à me rejoindre sur cette table. Et membre aussi, je voulais rappeler aussi que vous étiez membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors, vous avez des micros. Alors, tout au long de cette journée, nous allons partager des expériences qui serviront à chacun. Toutes ne sont pas transposables, mais je pense qu'une grande partie sont extrêmement enrichissantes. En tout cas, moi, à découvrir toutes ces expériences, je les ai trouvées extrêmement enrichissantes. On va commencer par vous, Monsieur Spiegel. Vous parlez de participation citoyenne. Je voudrais, avant d'entrer dans le cœur du sujet, que vous décriviez en quelques mots votre ville, que tout le monde ne connaît pas forcément, même si elle a été dans les feux de l'actualité récemment. Je suis maire d'une commune de 13 000 habitants dans la banlieue de Mulhouse. Cette commune s'appelle Kingersheim et je suis maire depuis 1989. Il se trouve que je suis aussi conseiller général depuis 1988 et que depuis une quinzaine d'années, ça rejoint le problème de la réforme territoriale, j'ai milité en Alsace, ce qui ne veut pas dire forcément un modèle transposable à d'autres, à l'organisation non pas à 3 niveaux de décision, mais 2 niveaux de décision. Le premier niveau de décision, le bloc local, commune-communauté, à condition que ça corresponde à un territoire vécu, que ça parle aux gens. Et le deuxième niveau, le niveau régional. Et puis, je suis un élu qui a travaillé au renforcement de l'agglomération, puisque après 2 ans de travail à la tête de la présidence de la communauté commune de bassin potassique, qui a réussi sa reconversion, nous avons décidé tous ensemble de nous saborder pour rassembler l'agglomération mulhousienne qui en avait besoin pour être au meilleur service des habitants. Parce que je crois que le rôle d'un élu, ce n'est pas de se complaire dans son mandat, c'est d'essayer d'être plus efficace. Voilà un peu l'engagement qui est le mien, et notamment sur la question de la démocratie. Alors justement, concrètement, vous avez mis en place un pacte civique, c'est ça ? Ça consiste en quoi, ouais, et qu'est-ce qui a fait que... Je viendrai sur le concret, mais si vous permettez, lorsque j'engage avec les habitants une séquence démocratique, il y a une partie qui est absolument indispensable, que je veux aussi assumer ici, c'est de comprendre le même sens des mots et le même niveau de compréhension. C'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de démocratie participative et de participation citoyenne. Si vous permettez, je le prends 5 minutes. Bien sûr, et oui. Ensuite je rentre dans le concret. Et j'essaie d'en parler pour dire qu'est-ce que ne devrait pas être et qu'est-ce qui n'est pas pour moi la démocratie de participation. D'abord, ce n'est pas une démarche intelligente, descendante, cynique, qui sous prétexte de consultation, de concertation, arrive à faire passer des décisions sans jamais que les habitants n'aient autre chose à dire qu'amen ou c'est non. Donc pour moi, la démocratie participation, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un semblant. À l'inverse, la démocratie de participation ne met pas en cause la démocratie de représentation et le suffrage universel. Mais on voit bien qu'on ne va pas se substituer au rôle décisionnel de l'élu. L'élu est élu, il a la noble et difficile responsabilité de décider, quoi qu'il arrive. Mais en avant et en amont de la décision, il y a ce que j'appelle la phase décisive de réflexion, de maturation, de concertation, de coproduction. Et j'aime à dire que lorsque nous créons un conseil participatif, et je reviendrai sur cet élément tout à l'heure, celui-ci était la phase décisive, ce que le conseil municipal était la phase décisionnelle. Je n'oppose pas les deux, mais il y a quand même 2 éléments qui sont importants. Les maires ici présents le savent aujourd'hui, la légitimité d'une décision ne provient plus de qui la décide, de qui la fait, mais de comment on le fait. C'est très important. Et deuxièmement, on voit bien, regardez au Congrès des maires, regardez les sondages même sur les maires, la désaffection des gens par rapport aux politiques. La crise, le fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Vous avez en haut dans les sondages les pompiers, en bas les partis politiques à 8%, et les maires, ils ont dégringolé. Même les élus de proximité. Il y a un discrédit, il y a une méfiance, il y a un soupçon généralisé, il y a une victimisation. Et je pense que si on veut réenchanter la démocratie de représentation, qui est fondamentale, il faut passer par une démocratie de ce que j'appelle dans mon livre une démocratie construction. La troisième chose qui est importante, la démocratie de participation ne peut pas renforcer un système qui est ravageur par rapport au pacte républicain. C'est ce que j'appelle l'individualisme.
Et je ne confonds pas avec l'individualité qui est la conquête de la liberté. Mais l'individualisme, c'est un système qui nous rend étrangers à nous-mêmes et étrangers aux autres. C'est le moi d'abord, tout et tout de suite. Eh bien, si on veut redonner du sens au bien commun, il faut associer les habitants au cheminement difficile de la décision politique. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour moi, la démocratie, pour dire la démocratie, un verbe d'action qui me paraît essentiel, c'est cheminer ensemble dans la complexité de l'action publique. Et les élus ici qui sont présents, les associations savent que la complexité est un élément majeur de l'action publique. Je termine pour dire que la démocratie de participation, ce n'est pas non plus de faire aimablement causette. Et c'est en ce sens que je me dis on est des analphabètes de la démocratie. Lorsqu'il s'agit des alternatives, c'est ou noir ou blanc. Ou quand il s'agit de la méthode, c'est l'affrontement stérile. Alors qu'en réalité, nous avons besoin, nous les élus, d'ingénieurs du débat public, des gens qui nous aident à faire émerger la parole, à conduire la réflexion pour aller sur des compromis dynamiques. Et donc, c'est bien dans cet esprit-là qu'il me paraissait important de dire qu'au fond, la démocratie de participation n'a de sens que si elle était exigeante et que ça ne commence par la volonté politique de l'élu. Un autre rapport au pouvoir pour affirmer une chose simple, c'est que l'intelligence, on le voit bien, elle ne peut être que collective. Et donc qu'on accepte l'idée qu'il y a une expertise technique que je respecte beaucoup. Nous avons besoin de techniciens, d'experts, mais autant il y a aussi une expertise citoyenne qui n'est jamais entendue, sinon une fois tous les 5 ou 6 ans au bulletin de vote, et que les habitants méritent plus qu'un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans. Et c'est à partir de cela, et à partir de ce constat, de la crise démocratique au cœur de la crise systémique, que nous avons essayé de travailler par essai-erreur dans ma commune à faire autre chose. Alors justement, concrètement, comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est très très beau à entendre, mais concrètement, comment on fait? Alors, il y a eu plein d'initiatives, notamment en 98. J'étais candidat en 97 aux législatives et on m'a dit, comme tous les candidats, de toute façon, on vous voit que pour les élections. Et je me suis dit, ça, je vais prendre au mot. Et en 98, au mi-mandat municipal, de mai à septembre, j'ai fait du porte-à-porte chez les 6000 foyers de ma commune. Avec un double objectif, c'est que je prends note de ce qui ne va pas, même si on a un système service public qui prend en compte les préoccupations des gens, mais je prends note. Le soir, je dictaphonais, ça partait dans les services, c'était réglé dans l'année qui vient, ou dans le mois qui vient selon l'urgence. Et en même temps, je me dis, la démocratie, c'est pas assouvir simplement, c'est pas l'addition des envies, c'est pas la sommation des égoïsmes, c'est pas le chacun pour soi, c'est la construction du commun. Et donc, j'ai remis à chaque habitant un questionnaire complètement iconoclaste sur comment vous voyez votre ville. À partir du moment de cette proximité, de cette distribution, 42% des habitants ont répondu, ont travaillé pendant une demi-heure pour réfléchir à l'avenir de la ville. Et donc, c'était un élément tout à fait fondateur. Mais il y a 3 choses aujourd'hui qui forment un peu le corpus de la pensée démocratique de notre commune et des pratiques démocratiques. C'est d'une part un état d'esprit qui s'est matérialisé en 2004 lorsque nous avons lancé les états généraux permanents de la démocratie pour dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle naît au sens de la naissance. Alors, excusez-moi, mais donnez-nous un cas concret. Comment est-ce que vous avez fait ça nous permettra peut-être de mieux comprendre un cas concret justement de remonter de la base jusqu'à une décision. J'arriverai dans 2 minutes. Non, parce qu'on a en tout 10 minutes par personne. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je me permets de vous emmener vers le très concret. Mais juste l'idée de l'état d'esprit, des états généraux, c'est important de dire qu'il y a une grammaire démocratique à travailler, à réfléchir, à concevoir, et on l'a fait avec les habitants. Et juste pour vous dire que pour intéresser les habitants, parce que c'est pas aussi simple que ça, nous avons conçu un roman photo qui a été distribué à tous les habitants et précédé par une téléconsultation. Nous avons aussi un lieu dédié à la démocratie qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté. Mais puisque vous voulez des exemples concrets, je viens tout de suite sur l'outil qui me paraît le plus approprié aujourd'hui et les conditions de réussite. C'est la mise en place de conseils participatifs à chaque fois qu'on met en agenda un projet, soit initié dans le cadre du contrat municipal, parce que la moindre des choses en démocratie, c'est de refuser la démocratie de la promesse non tenue, de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et donc, la mise en agenda de projet, à chaque fois qu'on met en agenda un projet, on crée un conseil participatif. Ou lorsqu'il y a une pétition, on crée un conseil participatif. Ou il y a une volonté citoyenne, on crée un conseil participatif. C'est quoi ce conseil participatif? Et c'est là l'intérêt de la démarche. C'est de mettre de plein pied autour du sujet, et parce que toute démocratie a un objet, quel qu'il soit, le temps qu'il faut, parce que je crois que la démocratie doit être lente, mûrie, toutes les ressources démocratiques nécessaires. Il s'agit de travailler sur cette phase décisive de concertation, de réflexion, de maturation. En général, les conseils participatifs, c'est 18 mois avant de faire la proposition au conseil municipal, au minimum. Et puis, la philosophie, ce n'est pas l'affrontement stérile qu'on voit tous les soirs à la télévision,
où on est dans une posture politicienne. C'est de voir comment, grâce à une démarche, une ingénierie démocratique, on arrive à fertiliser les points de vue différents. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques conditions pour que ça fonctionne. Et ça peut intéresser les élus, parce que je peux vous dire que ça fonctionne. La première condition, c'est qu'au départ, il faut une base démocratique la plus large possible. Si vous traitez un sujet, par exemple les rythmes scolaires, on en parlera tout à l'heure, toutes les ressources démocratiques doivent être présentes à la première réunion d'information et de débat. Tous les parents, tous les enseignants, tous les experts, chronobiologistes qu'on peut avoir à notre disposition, les associations. La deuxième condition de réussite, c'est la représentativité. On se rend compte que lorsqu'on fait une réunion publique initiatrice d'un conseil participatif, vous avez essentiellement des retraités. Les retraités, et ce qu'on appelle toujours les mêmes, les TLM. C'est un potentiel démocratique extraordinaire, les retraités, mais ça ne représente pas toute la population. Et donc, la composition d'un conseil participatif est très importante. Dans le collège des habitants, nous retenons 2/3, peut-être un peu moins maintenant, des gens qui s'engagent, parce qu'il faut favoriser l'engagement, mais aussi des personnes qui sont tirées au sort. Parce qu'il est important qu'il y ait des gens qui jamais imaginent qu'ils puissent être sollicités pour travailler. La troisième condition, c'est ce que je disais à l'entrée, c'est retrouver le sens de l'éducation populaire. Vous ne pouvez pas avoir un débat démocratique si toutes les personnes, les habitants, les élus, les experts n'aient pas le même niveau de compréhension et le même sens des mots. C'est absolument indispensable. Je prends l'exemple, lorsque nous avons créé un conseil participatif pour la révision du plan local d'urbanisme, c'est comme pas une mince affaire, eh bien, nous avons consacré 3 soirées. La première, qu'est-ce que c'est que les accords de Kyoto, le Grenelle de l'environnement, les schémas de cohérence territoriale, la loi SRU, pour que les gens s'approprient. Deuxième soirée importante, c'est la question de la densité. Regardez la contradiction entre le souhait des habitants d'avoir chacun sa maison et la contradiction de l'étalement urbain et comment renouveler la ville sur elle-même. Donc la question de la formation au départ est fondamentale. La quatrième condition, elle est aussi importante, c'est le maire ne peut pas être dans la commande politique, dans la décision et l'animateur du processus. Et donc je fais en sorte que pour chaque sujet, et ça manque aujourd'hui, je le dis ici, il y a des métiers en devenir, il faudrait à nos côtés des ingénieurs du débat public. Il y a des ingénieurs de l'assainissement, des bâtiments publics, il n'y a pas des gens qui sont capables de faire émerger la parole, de conduire le cheminement vers des compromis dynamiques. Nous sommes un pays qui ne savons pas construire des compromis, à l'inverse des Danois, des Québécois et autres. Et donc c'est un élément très très important. J'ai eu récemment au bout du fil Loïc Blondiot qui travaille beaucoup là-dessus, qui forme des gens au débat public. C'est essentiel. Le maire ne peut pas être jugé parti. L'autre élément qui rejoint la dignité du politique, c'est là souvent les me disent, mais monsieur le maire, c'est un laxisme fou, c'est ouvert à tout vent, la démocratie participation c'est facile, mais au contraire, si le maire n'a pas une vision au départ, il n'y a pas une opposition à une démocratie d'élaboration et une vision. Moi je ne suis pas au Front National, je n'ai pas la même vision de la participation. Et donc j'ai la vision au départ et je définis ce que j'appelle le périmètre démocratique. Je donne un exemple, la réforme sur le rythme scolaire, point de départ, information tous azimuts, réunion publique, constitution du conseil participatif, et j'ai défini le périmètre démocratique. Il est 2 ordres. Je veux dire, tout est jouable. Il y a 2 choses sur lesquelles je ne transigerai pas. La première, je suis un élu de la République, et donc j'applique la loi. Je ressemblerai à quoi? Alors qu'à longueur de journée, je demande à chaque citoyen de respecter la loi, et moi je ne l'appliquerai pas. Quel est le respect de la République et de l'Assemblée nationale? Et quelle que soit la majorité en place. Et la deuxième, et ce n'est pas un discours facile à tenir, face à des parents qui viennent pour leurs enfants, des enseignants qui viennent pour leur programme, et puis des experts qui pensent à leur truc. J'ai dit que tout est jouable, sauf ce qu'on joue ici, c'est la place de l'enfant. Et quand vous avez défini ça, vous êtes dans la volonté politique et dans la participation, et ça marche. Et la dernière condition, excusez-moi Véronique Auger, la dernière condition, c'est la plus difficile, et j'avoue qu'on a à chercher. Si vous restez dans un conseil participatif qui ne peut être à hauteur de 20 personnes pour faire de la haute qualité démocratique, ce n'est pas la foule. Platon déjà s'en méfiait. Mais si vous voulez qu'on ne devienne pas des spécialistes qui se détachent des autres, il faut des retours réguliers de restitution des décisions qui ont été prises. Il y a des règles démocratiques. Et cette restitution est difficile parce que vous ne pouvez pas forcer les gens non plus à les informer. Et donc il faut, dans l'intervalle du processus du conseil participatif, il faut régulièrement des forums débats de restitution pour dire où on en est, tout en tenant compte que les décisions prises sont des décisions qui s'inscrivent dans la durée et qu'on ne recommence pas le cinéma à chaque fois qu'il faut progresser. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Spiegel. On reviendra avec vos questions que vous allez
forcément poser à la fin de cette table ronde. Je voulais, avant de vous laisser la parole, Monsieur Calmette, je voulais juste excuser Claire Bolduc, qui était dans le programme, qui est présidente de Solidarité Québec, mais qui a malheureusement été obligée de se décommander au dernier moment parce que son père était mourant, donc, et habitait extrêmement loin de son domicile à elle. Voilà, peut-être vous voulez dire un mot en réaction à ce que vient de dire Monsieur Spiegel? Vous n'êtes pas obligé, hein, parce que... pas... Oui, ça marche. Bon, très rapidement, ce qui est proposé là est excellent, absolument excellent. C'est une valeur d'exemple. Après, il y a la taille de la commune. Hein. Moi, j'ai été maire pendant 23 ans. Alain Calmette était dans l'équipe à l'époque. Depuis 1977, ça faisait un moment, on a commencé à travailler sur la démocratie participative. C'est complexe. Moi, il manque un élément, à mon avis. C'est simplement ce que je voudrais dire. C'est l'utilisation, toujours pareil, d'Internet pour favoriser le débat. Parce que ce sont des plateformes, là, exceptionnelles. C'est la seule chose que je veux ajouter à votre excellente initiative. Monsieur Calmette, alors, vous avez un leitmotiv, c'est que la politique des liens, c'est fini, il faut une politique des lieux. Alors, une fois que j'ai dit ça, il va falloir que vous nous expliquiez concrètement ce que c'est. Oui, c'est pas aussi catégorique que ça. Je pense qu'effectivement, dans les politiques publiques d'aménagement du territoire ou de solidarité territoriale, on raisonne depuis longtemps sur ce qu'on peut appeler une politique des lieux, c'est-à-dire une politique qui met en avant des géographies prioritaires et qui essaie de traiter les territoires les plus en difficulté de façon sectorisée. On connaît la politique de la ville avec les quartiers prioritaires qui viennent d'être redéfinis. En zone rurale, nous avons les zones de revitalisation rurale, par exemple. Les politiques régionales aussi peuvent être selon le même schéma. La région Auvergne est exemplaire à ce sujet sur les contrats de développement Auvergne Plus, c'est-à-dire qu'elle traite les territoires qui en ont le plus besoin. Et donc, cette politique est tout à fait nécessaire, donc il ne faut pas la supprimer. Mais je pense qu'on peut la compléter par quelque chose qui pourrait s'appeler la politique des liens et qui consisterait à non plus attendre exclusivement des contrats ou des appels à projets venus de l'État ou de la région ou d'autres collectivités, mais d'essayer de construire ce qu'on pourrait appeler là aussi des contrats de réciprocité entre des zones urbaines et des zones rurales, parce que je pense que dans cette vision horizontale des choses, il y a certainement des choses à donner de part et d'autre, de manière réciproque et de façon gagnant-gagnant. Et donc, ça n'est pas de remplacer ces politiques de géographie prioritaire par des contrats horizontaux, c'est simplement de donner peut-être une complémentarité à ces politiques verticales. Je pense qu'il y aurait plusieurs avantages. Un des avantages, c'est que tout le monde dit, le président Souchon l'a rappelé tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il ne faut pas opposer les territoires ruraux et urbains, sauf que ça ne se fait pas. Je vois bien comment ça se passe, y compris à l'Assemblée nationale. Quand il y a un problème pour la ruralité, on se regroupe entre ruraux parce qu'on parle le même langage, on sait de quoi on parle. Les urbains ne connaissent pas. De la même manière, nous-mêmes, ruraux, avons du mal à comprendre et à évaluer les revendications des territoires les plus peuplés. Je pense que ces contrats de réciprocité, s'ils pouvaient être mis en œuvre, contribueraient à l'appropriation commune des problèmes que chacun a, parce que tout le monde a des problèmes, et permettrait ce rapprochement effectif des problématiques rurales et des problématiques urbaines, surtout s'ils sont accompagnés, ces contrats de réciprocité qui pourraient être mis en œuvre, par des procédures telles que vous venez de les décrire, c'est-à-dire une participation collaborative des gens, des ruraux d'un côté, des urbains de l'autre, pour connaître les difficultés des uns et des autres et essayer de se mettre à la place de l'autre. Parce que se mettre à la place de l'autre, je pense que c'est une des solutions pour ces problèmes urbains-ruraux, mais aussi pour beaucoup de problèmes liés aux politiques publiques. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, voilà pour l'idée. Concrètement, comment ça pourrait se faire ? Une fois de plus, je demande un exemple. Alors, on est un certain nombre à réfléchir à tout ça depuis un certain nombre de semaines et de mois. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un des ateliers des assises qu'évoquait Madame la ministre dans son propos introductif. En fait, on se rend compte qu'il y a quelques exemples, mais que ça n'est pas
Il n'y a pas d'exemple formalisé, bien étudié, qui traite de problèmes transversaux, larges et divers, et que donc il y a certainement un champ important à creuser, avec des apports que pourraient amener les territoires ruraux aux territoires urbains. Alors, je pense au cadre de vie, peut-être aux problématiques résidentielles, de tourisme, etc., avec le danger et la dérive qu'il ne faut pas commettre, c'est celui de réserver les territoires ruraux comme étant le champ de récréation ou le lieu de récréation pour les urbains. Je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin. Et vice-versa. Moi, je vois beaucoup de ruraux qui montent à Paris pour s'amuser. Bah, oui, mais les ruraux ont besoin des fonctions de centralité des grandes villes, au niveau universitaire, au niveau de la santé, etc. Là aussi, je pense que le très haut débit doit pouvoir débloquer des situations liées aux distances entre les territoires. Et donc, y compris dans le domaine économique, parce que c'est ça qui serait quand même le cœur et l'intérêt le plus fort de ce genre de contrat, parce qu'en matière culturelle, sportive, de jeunesse, c'est peut-être c'est plus facile, en termes économiques, d'étudier des filières, des notions de sous-traitance, des notions d'aménagement du territoire en termes économiques. Bref, tout ça est un peu manque de concret pour l'instant. Mais je crois que si on arrivait à avoir, Madame la Ministre, quelques expérimentations poussant certains territoires, donc volontaires dans la démarche, à creuser cette idée, on pourrait certainement arriver à une expérimentation qui, après évaluation, pourrait être généralisée de manière, me semble-t-il, profitable pour ces rapports, ces liens. C'est exactement le thème de la journée, ces liens pour les territoires ruraux, dans leur compréhension qu'ils peuvent avoir des territoires urbains et réciproquement. Alors avant d'avoir votre réaction, vous me parliez presque de jumelage entre, par exemple, une grande ville, ou presque comme on parle en économie pour certaines entreprises, de portage. C'est ça que vous imaginez, un portage entre une agglomération un peu plus grande et peut-être des petites agglomérations environnantes. Est-ce que ça peut se faire obligatoirement dans une région, dans un département, ou est-ce que ça peut aller au-delà, voire au-delà des frontières? Pourquoi pas? Là aussi, comme dans les autres sujets, je crois qu'il y a autant de situations que de lieux. Il me semble qu'il pourrait y avoir des contrats de réciprocité au sein même d'un bassin de vie, entre une ville-centre peut-être et en matière de réseau. Ça se fait déjà certainement dans les communautés d'agglomération ou autres, mais peut-être de manière plus large géographiquement. Ça peut se faire de manière bilatérale entre une ville et un village ou un bourg qui dépend directement de l'influence de cette métropole. Ça peut se faire aussi, me semble-t-il, pour des territoires qui, peut-être un peu comme celui que je représente, c'est-à-dire le Cantal, se trouvent un peu éloignés de l'attractivité d'une métropole et qui se sent un peu isolé, qui se sent un peu mis de côté par le caractère général de métropolisation qu'on observe. Et là, il pourrait y avoir effectivement entre un bassin de vie rural et une grande métropole des échanges à construire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple type de mise en cohérence de ces contrats, et qu'il faut savoir s'adapter à la situation de chaque situation. Vos réactions, Madame Pinel, puis Monsieur Souchon? Juste, je ne veux pas abuser, parce que comme je suis dans toutes les tables rondes, ça fera long à la fin de la journée. Mais j'ai une suggestion à formuler sur le propos d'Alain Calmette. Dans la complémentarité ville-campagne, nous avons aujourd'hui une opportunité de tester, grâce toujours au très haut débit, la diffusion culturelle, qui est un vrai sujet. Eh bien, on peut, je l'ai proposé à la ville de Clermont, on y réfléchit, diffuser, par exemple, de la scène nationale de Clermont-Ferrand, une pièce de théâtre, dans la quasi-totalité des territoires qui veulent être dans la réciprocité. Rien n'est plus facile aujourd'hui, techniquement. Il faut donc l'expérimenter et lever les obstacles administratifs, qu'il y en a encore quelques-uns. Madame Pinel. Je partage les propositions
d'Alain Calmette. Nous avons eu dans le Pas-de-Calais, à l'occasion des assises des ruralités, un long débat sur les apports mutuels des territoires urbains et des territoires ruraux avec de la complémentarité. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont présents dans les territoires. Je voudrais en citer deux. Les centres de télémédecine, par exemple, c'est des coopérations entre des hôpitaux universitaires, par exemple, et des maisons pluridisciplinaires de santé ou des EHPAD dans lesquels il y a un centre de télémédecine, une salle dédiée à cela. Et cela, notamment dans les établissements pour personnes âgées, ça évite des contraintes de déplacement, des attentes. Bref, cela a vraiment un service positif pour celui qui perçoit cette consultation à distance. Bien sûr, ce n'est pas possible dans toutes les spécialités, mais c'est un exemple qui peut être démultiplié entre ces coopérations. Une autre expérience qui a été menée dans les Côtes-d'Armor, il s'agit d'une cuisine centrale adossée à un EHPAD dans une commune rurale qui préparait les repas pour d'autres EHPAD de zones urbaines. Donc il y a la nécessité, je partage complètement sur la souplesse et la géométrie de ces contrats de réciprocité, des choses à travailler, à creuser, et je ne crois pas à l'uniformité, parce que non, ces assises des ruralités, et au-delà, dans mon expérience d'élu local également, les modèles ne peuvent pas être transposés en tout lieu de manière identique. Donc c'est la raison pour laquelle, maintenant que les assises et les ateliers se sont terminés, nous allons analyser l'ensemble des propositions pour qu'à l'occasion du comité interministériel à l'égalité des territoires, nous puissions proposer, et je comprends qu'il y ait encore des obstacles juridiques, et c'est justement ce travail interministériel que nous devons faire pour qu'on puisse donner des outils aux acteurs locaux pour développer ces réciprocités. Je crois que les pilotes, d'ailleurs, que je salue à nouveau, auront un rôle important à jouer dans cette phase de concrétisation maintenant des matières et de toutes ces idées intéressantes que nous avons recueillies. Et puis je crois aussi que les expérimentations qui ont été évoquées par le député sont particulièrement importantes à mener. Et nous avons pour cela, je crois, un outil, c'est le volet territorial des contrats de plan État-région qui peuvent intégrer, notamment au moment de la clause de revoyure en 2016, un nouveau volet de contrats de réciprocité à définir bien sûr en lien avec les territoires, puisque les contrats de réciprocité, ça peut être à l'intérieur d'une interco, à l'intérieur d'une agglo, mais il faudra leur donner un support juridique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc il y a encore du travail, mais l'idée est particulièrement séduisante et intéressante. Vous vouliez ajouter un mot, Alain Calmette ? Oui, je voulais dire que un autre avantage peut-être de ces contrats de réciprocité, c'est de mettre les ruraux à égalité dans l'échange avec les urbains. C'est-à-dire que la position éternelle de quémandeur et de défense du monde rural est particulièrement d'abord éprouvante pour ceux qui l'amènent, et puis est guère valorisante. Moi, je pense que la ruralité s'en sortira si elle a des aspects positifs à défendre, si elle est combative, plutôt que d'être sans arrêt sur la défense des acquis, la défense du statu quo et même parfois l'espérance du retour à un monde meilleur qui se situerait à la fin du XXe siècle. On n'en est plus là. Donc c'est cette conception de la ruralité, partenaire à égalité des autres territoires, qui peut rendre des services importants en matière de cohésion territoriale et de la cohésion sociale de notre pays, qui peut passer aussi par ce genre de contrat. Alors on va passer à la phase des questions avec vous. Il y en a un certain nombre que vous avez déjà posées, qui ont été affichées. Je ne sais pas si vous les avez vues. Alors, en attendant que le micro aille vers quelqu'un qui voudrait prendre la parole, moi je vais vous réafficher. Alors ça, c'est, je trouve, une petite provocation.
Pour favoriser les complémentarités urbain-rural, pourquoi ne pas intégrer au réseau rural des représentants de l'urbain? Mais Je la pose à tout le monde. enfin, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure sur le caractère tout à fait artificiel des relations entre l'urbain et le rural. Hein. Dans les colloques réservés aux ruraux, enfin, et même quand ils traitent des rapports entre l'urbain et le rural, il n'y a que des ruraux. Et dans les réunions qui traitent des urbains, il y a peu de ruraux. Hein. C'est vrai que moi, je pense que une des solutions passerait par une meilleure compréhension des uns et des autres. Et la proposition n'est peut-être pas stupide. Vous voulez dire que le rat des villes ne rencontre jamais le rat des champs? Très peu, et souvent ils ne parlent pas le même langage. Donc ils ont des difficultés à se comprendre. Quand je disais qu'il fallait porter un nouveau regard sur les ruralités, et sortir des clichés, des visions passéistes ou des idées reçues, je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut vraiment prendre en compte, et ça demande un changement de mentalité en profondeur. C'est les territoires, quels qu'ils soient, ont toujours tendance à se construire en opposition les uns aux autres. L'urbain, la métropole qui veut être la meilleure métropole de France, qui veut avoir une attractivité, et je l'avais vu particulièrement lorsque je m'occupais du tourisme, où chacun veut avoir sa promotion la plus offensive à l'international, par exemple, sauf que lorsqu'on fait une promotion très très lointaine, je prends l'exemple de la Chine par exemple, l'intérêt c'est d'abord de jouer la France pour ensuite avoir un parcours touristique qui puisse justement bénéficier à l'ensemble des territoires, à l'ensemble des régions. Et cette mise en concurrence, cette opposition des territoires pour essayer d'avoir davantage de développement économique, davantage de services, capter des investisseurs, des ménages, bref, c'est aussi un changement de mentalité qu'il faut avoir là-dessus pour qu'on arrive davantage à coopérer plutôt qu'à s'opposer, parce que l'intérêt final, c'est finalement l'attractivité et l'aménagement du territoire réussi et adapté aux situations. Et ça ne se peut pas se concevoir dans une opposition, dans un combat finalement, mais davantage dans des partenariats qui sont à inventer. Et donc l'idée d'essayer de nouer des lieux d'échange entre l'urbain, le rural, ça peut se faire et ça se fait dans certains lieux, mais c'est encore trop embryonnaire. Il faut vraiment dans les territoires qu'on ressente davantage d'envie d'avancer ensemble. Je voulais juste faire la remarque par rapport à la question que ce serait sans doute bien d'avoir des urbains dans le réseau rural, sauf que le réseau rural, il est structuré de façon informelle à partir du FEADER, et que les urbains ne sont pas concernés, ou peu, par le FEADER. En tout cas, les agglomérations ne sont pas concernées. Par contre, il me semble, mais je n'avais pas cette idée avant de vous écouter, que la conférence d'action publique territoriale qui se réunira lorsque nous aurons, le décret d'application est sorti, mais nous n'avons pas la composition encore, donc on ne peut pas les réunir formellement. Là, on va obligatoirement avoir, avec le président de région, l'ensemble des collectivités. Et donc, on va traiter de qui fait quoi. Et donc, on pourra mettre en avant des choses assez exemplaires en matière de complémentarité, voire les stimuler. Ça me paraît une piste à creuser. Monsieur Spiegel. On voit bien qu'une des réponses... Allez-y, il faut le mettre... Une des réponses est évidemment de l'organisation efficiente des pouvoirs locaux. Et une des réponses de pouvoir d'agir des élus ruraux, c'est notamment l'intercommunalité. C'est donner du pouvoir à condition que l'organisation ne se fasse pas de manière administrative et descendante et décidée par quelques techniciens, mais à condition que l'intercommunalité corresponde au vécu des habitants. On ne peut plus organiser un territoire sans tenir compte du vécu et de ce qui parle aux gens. Ça me paraît quelque chose de très important. Et la deuxième chose, c'est que l'intercommunalité soit bien un espace de coopération des communes, qui pour moi reste la cellule de base, mais de coopération en vertu du principe de subsidiarité, de faire ensemble ce que les communes seules ne peuvent pas faire, se donner du pouvoir d'agir. Et on voit bien qu'il y a eu beaucoup de résistance au développement de l'intercommunalité, qui est aujourd'hui une révolution silencieuse, réussie,
Parce que chacun, trop souvent, a voulu jouer Ubu-Roi. Chacun sa commune, on a le pouvoir sans les moyens. Eh bien, il y a des moyens possibles, c'est l'intelligence collective, c'est de mettre ensemble. Et moi, je peux vous dire que dans l'agglomération mulhousienne, notre communauté commune bassin potassique, c'était 12 communes presque toutes rurales. Et quand on a décidé, après 2 ans de travail en interne, pour nous aborder, pour renforcer l'agglomération, dans cette agglomération, nous avons la ville-centre, avec au début tous la peur, la ville-centre va nous bouffer, on entend ça partout, puis les villes périurbaines, puis le deuxième rideau des villages ruraux. Eh bien, les villages ruraux, c'est le pied d'égalité. C'est même pour moi, l'intercommunalité, c'est l'égalité, c'est les valeurs de la République appliquées au territoire. Et je peux vous dire que lorsque nous avons adhéré à la communauté d'agglomération Mulhouse-Sud d'Alsace, dans les 2 années qui ont suivi, les villages avaient les mêmes services publics que la ville-centre. La petite enfance, le périscolaire, la propreté urbaine. Parce qu'il y a bien quelque chose qui me révolte profondément, c'est la fracture territoriale, c'est l'inégalité territoriale. Vous avez une France aujourd'hui qui est riche à 5 km d'intervalle, une France pauvre à 5 km, une autre France, parce que tout simplement, la commune a eu l'implantation d'une entreprise. C'est l'implantation souvent hasardeuse d'une entreprise qui fait que d'un côté, on investit dans le marbre, pendant qu'ailleurs, on cherche les derniers euros pour donner du service public et pour redonner du sens à l'égalité démocratique. C'est comme incroyable. Merci. Alors, est-ce que vous... J'ai plein d'autres questions. Oui, monsieur. Peut-être en vous présentant... Je ne sais pas si ça... Oui, ça marche. Voilà, ça marche. Julien Ada, je suis de la Fédération de l'agriculture biologique. Je voulais réagir parce que c'est très stimulant. Pour donner un exemple, vous cherchez des exemples. Toujours. Alors nous, il y a des élus, on est vraiment étonnés du volontarisme des élus, d'avoir créé des véritables contrats de réciprocité dans le cadre de démocratie de participation. Alors je vais donner l'exemple qui réunit à mon avis ces deux dimensions que vous avez évoquées. C'est un échange de matière entre la ville et sa périphérie rurale. En l'occurrence, dans la ville, on consomme de l'eau, et beaucoup d'eau. Et cette eau, elle est produite généralement dans des bassins versants qui sont éloignés. Et ces élus ont compris qu'ils pouvaient créer des politiques incitatives pour installer des producteurs d'eau potable, oui, c'est comme ça qu'on appelle des agriculteurs biologiques, dans des zones de captage, et que les produits de ces agriculteurs puissent être consommés dans les cantines des villes. Et donc là, on a vraiment une logique circulaire qui est absolument remarquable. Par exemple, Lons-le-Saunier, La Rochelle, mais aussi des dizaines de villes qui ont créé ces sites pilotes. On échange de la matière, mais on échange bien plus que ça. Et on voit bien que les élus locaux formidables qui ont réussi ça, ils ont provoqué dans leur territoire, parfois dans des endroits sinistrés, vraiment compliqués, avec des publics défavorisés, un système de démocratie participative et collaborative pour expliquer quels étaient les enjeux du territoire et comment raccrocher ces habitants aux enjeux de reconstruction du périmètre périurbain du point de vue des questions agricoles et des questions d'alimentation. Et cet échange matière est remarquable, et d'ailleurs il a un modèle économique qui est tout aussi remarquable, parce qu'il permet ensuite de dépolluer l'eau grâce à un système agricole qui évite une taxe parafiscale de dépollution, etc. Et donc tout le monde est gagnant dans ce système. Merci. Il y avait justement tout à l'heure quelqu'un qui a dit « Les agriculteurs ne sont-ils pas les acteurs incontournables de ce lien urbain-rural » Vous voulez peut-être réagir ou donner votre sentiment par rapport à ces exemples? Sinon, d'autres questions? Madame, et puis après, monsieur. Oui, bonjour à tous. Je suis Marie-Hélène Riamon, conseillère régionale Rhône-Alpes. Et comme 80% des Rhône-Alpins, j'habite en ville, dans une ville de taille moyenne, tout proche d'ici, qui est Roanne, que le président Souchon connaît bien, si proche de l'Auvergne dans la préparation de notre union, maintenant bien avancée entre nos deux régions. Je voulais simplement témoigner du fait que même quand on est une vaste région comme Rhône-Alpes et quand on est une région réputée urbaine, nous avons instauré aussi des systèmes de coopération et votre proposition, chers collègues, nous va droit au cœur. Et je pense que le réseau des villes moyennes en particulier est bien placé pour peut-être mettre en musique très rapidement, comme nous le faisons déjà, cette proposition de réciprocité. Et nous y avons tout à gagner. Quelques exemples dans ma commune, Roanne, dans l'agglomération de 100 000 habitants, qui comprend 70 000 habitants strictement urbains et 30 000 habitants ruraux, je crois, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir du périurbain autour de cette petite conurbation, eh bien, nous ne pourrions pas être candidats au fonds leader, au fonds FEDER, si nous n'étions pas, en tant qu'agglomération, soutenus et renforcés
par l'innovation territoriale et puis aussi les besoins de nos habitants et de nos collègues des communes rurales autour de nous. Nous ne pourrions pas être candidats à territoire à énergie positive si nous n'avions pas les ressources, tout simplement, pour produire cette énergie durable, cette énergie renouvelable. Il nous faut du bois, il nous faut de l'eau, il nous faut un tout petit peu d'espace peut-être pour une ferme solaire, il nous faut aussi pouvoir implanter des unités de traitement de la biomasse communes entre nos déchets urbains et nos déchets agricoles qui sont un peu excédentaires chez nous, et ainsi on est gagnant-gagnant. Si je veux faire un réseau de chaleur à Roanne, ce qui est le cas actuellement, il me faut du bois et je veux que ce bois il vienne des entreprises locales qui ont des déchets. Et très concrètement, puisque vous voulez des exemples, alors nous avons aussi mis ça en œuvre en matière d'échange dans les difficultés liées à l'emploi et la pauvreté. Parce qu'il y a des personnes en grande difficulté sociale en ville, mais il y en a bien sûr aussi dans les territoires ruraux. Et 2 exemples très concrets, nous avons des scieries tout proches d'ici, dans les monts du Forêt, les monts de la Madeleine, qui recherchent des salariés. Et il n'y en a pas. À côté de chez eux, il n'y en a pas suffisamment ou pas avec les qualifications recherchées. Et après avoir longuement réfléchi, avec Cap Rural, qui est présent avec moi ici, qui anime depuis 20 ans nos sites de proximité, nous avons construit une opération où des demandeurs d'emploi de la zone urbaine, de Roanne précisément, sont venus expérimenter le travail dans les scieries, en zone rurale très excentrée. Il a fallu trouver du logement, il a fallu accueillir aussi ces futurs salariés qui resteront peut-être une partie du temps habités en ville et qui viendront habiter une partie du temps en montagne pour leur donner confiance, leur donner envie de travailler là et réussir donc des embauches. Autre exemple qui m'a beaucoup touchée cette année, nous avons mis en place un travail sur l'égalité femmes-hommes en milieu rural. Je peux vous dire qu'en tant qu'élu, quand j'ai proposé ça, tout le monde m'a dit « tu n'y songes pas, ça ne va pas marcher, il n'y aura personne qui voudra participer à ça ». Puis on n'aborde pas ce sujet, nous, en milieu rural. C'est difficile d'en parler. En réalité, nous avons travaillé avec les personnes qui ont l'habitude d'accompagner les salariés en insertion en zone urbaine. Nous avons utilisé les mêmes techniques aussi pour mettre en confiance les personnes concernées. Et il y a 13 femmes qui ont accepté de dire « voilà, pour moi c'est difficile, voilà ce que je voudrais ». Voilà comment il faudrait que je m'organise pour les enfants, pour le transport. Et nous avons trouvé des solutions. Et elles ont trouvé, pour la plupart d'entre elles, une solution de formation, une solution d'emploi qui correspond aussi à leur mode de vie. Donc je voulais simplement donner ces exemples pour dire qu'en réalité, nous sommes très conscients, monsieur représentant les producteurs l'a bien dit, que nous, en ville, en tout cas en ville moyenne, on ne peut pas se débrouiller correctement si on n'a pas cette solidarité territoriale, cette coopération. Et je souhaite vraiment que ça soit inscrit comme étant un facteur déclenchant, déterminant de l'accès au crédit européen, au crédit d'État, aux crédits régionaux, qui nous permettrait ainsi de réaliser ce que nous avions dit qu'on ferait. Merci beaucoup. Monsieur ? Oui, bonjour, Guy Gatignol, mairie de la Tour d'Auvergne. Alors je voudrais, parce que j'étais intéressé par les 2 intervenants, concernant la démocratie. Et moi, je crois que moi, je ne vois pas d'opposition urbain-rural. Et ça, je le vois vraiment à travers les réseaux sociaux, à travers notre site Internet. Je crois que là, le numérique a fait sauter ces verrous, franchement. Moi, je vois... par contre, je crois qu'il faut développer ces sites Internet des communes, hein, parce que c'est comme ça, on peut se faire valoir. À partir de là, c'est gratuit. Et moi, je vois, on a des visites, on a à peu près 5000 visites sur le site par mois. Et je crois que, donc, et ça, c'est des ruraux, mais il n'y a pas que des ruraux, il y a des étrangers, il y a les villes. En fait, réseaux sociaux, se faire un gros réseau entre les villes, hein, entre les sites Internet. Je crois que ça commence par là. Nous, sur le site, c'est le fait de dire ce qu'on fait au niveau de la commune, c'est-à-dire on a une rubrique sur nos réunions de travail, une rubrique sur les travaux, on fait passer ça sur les réseaux sociaux, etc. Ils en parlent et on sent qu'il y a une approche en disant oui, effectivement, ce que vous faites là, c'est bien, c'est moins bien. Et je crois que ça rejoint un petit peu ce qui a été fait avec la démocratie participative, mais je crois que ça commence par là, c'est que nous aussi, on doit s'ouvrir, dire ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand je vois la région, la plateforme Open Data et tout ça, je crois que là c'est un vrai sujet et que les gens commencent à s'intéresser parce qu'ils apprennent des choses qu'avant, on avait difficilement l'accès. Et légalement, moi je crois que
les réunions de conseil municipal, eh ben, elles devraient être en visioconférence, pratiquement en direct, ou, parce que les gens ne viennent pas. Mais ce n'est pas pour ça. C'est pas parce ça qu'ils se viennent- fait dans certains pays, hein, même des conseils Eh bien, des ministres. eh bien, moi, je le souhaite, parce que je crois qu'il faut montrer que les gens, ils travaillent, les élus, ils travaillent. Mais comment ils peuvent le montrer? C'est en le disant. Et c'est comme ça qu'il y a des réactions des administrés, parce qu'ils nous interpellent en disant, tiens, oui, j'ai vu sur le réseau social, voilà, vous étiez à tel endroit, à tel moment, vous avez fait telle chose. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, moi, je voudrais dire, ça, c'était la première chose. Et je crois que c'est à nous aussi de développer ces sites Internet, ces réseaux, etc. C'est immense. Et moi, je ne vois pas où, à la Tour d'Auvergne, je peux être vu par la Chine. Et donc, pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, j'étais très intéressé. Alors, on a eu la région, là, hein, avec le contrat Auvergne Plus. Donc là, avec cette composante numérique qui est imposée, mais moi, ça me paraît naturel, hein, dans les projets. Mais par contre, là, on aura peut-être, si j'ai bien compris, là, peut-être le président va pouvoir nous éclaircir, à peu près, donc on pourra aller jusqu'à 30 ou 40% hein, de subventions, mais après, il y a les autres 60%. Et là, les pays et les comités de communes, là, vont dire, attention, oui, mais moi, là, on ne va pas pouvoir faire des projets parce qu'il y a encore 60% à mettre. Et j'avais été intéressé par madame la secrétaire au numérique, Axel Lemaire, hein, à la commission du Sénat, qui avait dit, donc maintenant, on a les tuyaux, hein, on a les autoroutes de l'information, ça arrive même jusqu'aux nos territoires ruraux, et ça, c'était un schéma qui avait été fait au niveau État, région et opérateur. Et elle disait une chose très juste, c'est qu'elle dit, si c'est pour faire que du Facebook et du mail, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Je veux dire, en gros, ça ne sert à rien. Et par contre, il faudrait peut-être refaire maintenant un plan derrière qui soit pour les usages numériques avec un contrat État, région et opérateur. Parce que moi, j'ai peur que, et c'est vrai que c'est très intéressant, mais jusqu'à combien de subventions on va pouvoir monter au niveau des communautés de communes qui sont déjà difficiles, enfin, où là, c'est très difficile de pouvoir s'engager financièrement, et même au niveau du pays. Hein, au niveau du pays, là aussi, il faudrait qu'il y ait des animateurs. Et en parlant d'animateurs, j'aimerais aussi que ça serait bien dans les ruraux qu'on puisse avoir des animateurs numériques. Parce que si ce n'est pas l'élu qui le fait, bon, plein d'idées. Ouais, je ne sais pas si et quelques questions. Mais en fait, c'est des mais sur l'aspect financement, peut-être vous voulez apporter quelque chose Non, mais je ne peux qu'applaudir à ce qui est dit, mais ça ramène à un point qu'évoquait tout à l'heure Alain Calmette. Les territoires ruraux ont trop tendance encore à rester dans le schéma ancien. Je veux dire, les élus, hein, ils restent dans le schéma ancien. Bon, et donc, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire, non pas du développement, de l'aménagement. Je crois que tout ça, c'est dépassé. De toute façon, beaucoup d'argent, il n'y en aura pas. Et toutes les péréquations qu'on peut mettre en place ne compenseront jamais, ne seront jamais suffisantes. Les territoires ruraux sont porteurs de richesses exceptionnelles, négligées hier, qui aujourd'hui prennent une importance considérable. Donc, pour moi, il faut passer d'une logique d'aménagement à une logique de développement. C'est la raison pour laquelle la région Auvergne, qui couvre tout son territoire en très haut débit, eh bien, exige, pour signer un contrat territorial de développement avec les communautés de communes, qu'il y ait une utilisation aussi massive que possible du numérique pour l'économie, pour l'éducation, pour la gouvernance. Ça nous ramène à la gouvernance participative. Enfin, il faut choisir, on ne demande pas tout. Et nous avons organisé sur les territoires des laboratoires numériques pour préfigurer nos futurs contrats. Ça marche très bien. Bien sûr qu'il faut de l'ingénierie. Il a raison. C'est-à-dire que si on laisse les territoires tout seuls et les ruraux tout seuls en disant « proposez-nous des usages du numérique », souvent ils vont être secs. Donc il faut qu'on apporte les éléments. On retombe sur ce qui se fait en Alsace, chez M. Spiegel. Il faut apporter les éléments d'information qui permettent aux élus de concevoir des projets. Et on s'aperçoit que ça donne des résultats. Bon, il faudrait développer beaucoup plus, mais c'est une piste exceptionnelle. Et pour moi, l'essentiel, c'est de passer la vision aménagement à la vision développement. C'est vrai que je m'engueule avec certains élus qui me disent, et même de villes relativement importantes, qui me disent « Pourquoi tu ne finances plus mon stade ?»
Parce que c'est plus l'actualité, c'est pas ça qui est essentiel aujourd'hui. Des stades, il y en a partout. Je dis pas qu'il faut pas les moderniser. Des piscines, il y en a partout. On en a financé, nous, en région Auvergne, un nombre incalculable. Maintenant, on arrête. Maintenant, on fait autre chose. Oui, mais on fait autre chose, on fait quoi? La région Auvergne, elle apporte 50% du financement des infrastructures de très haut débit. Dans ce que j'ai vu passer sur le reste de la France, je n'en ai pas trouvé un seul autre. Je ne sais pas la Bretagne, Michel, combien vous êtes, mais j'ai vu des pourcentages d'intervention des régions de 10%, de 6%. Et nous, on est à 50%. Alors évidemment, ça change tout. Mais pendant qu'on fait ça, on ne fait pas des piscines. Et voilà. Madame Pinel. Oui, j'aime bien l'idée du président Souchon de la logique d'aménagement à la logique de développement qui permet de combiner finalement dans le développement l'aménagement. Parce que quand le président Souchon évoque l'intervention massive et forte en faveur du très haut débit, du numérique, ça sert sur un nombre de champs tout à fait remarquables. C'est-à-dire qu'on peut parler éducation, on peut parler ouverture à la culture et résoudre une forme d'inégalité des chances, parce qu'il y a des enfants dans les collèges, par exemple, qui n'ont pas la chance d'aller visiter tel ou tel musée parce que leurs parents ne peuvent pas les y amener. Donc oui, c'est une forme aussi de résorption des inégalités. Je parlais tout à l'heure de la santé. On peut faire comme ça de la télémédecine, des maisons pluridisciplinaires de santé. On peut aussi faire un certain nombre de formalités administratives pour remplir des dossiers, et ça évite aux entreprises d'aller à la capitale régionale lorsqu'elles sont excentrées, je pense au Cantal par exemple, cher Alain. Donc il y a là un véritable enjeu d'aménagement grâce à une priorité de développement qui est l'usage du numérique. Et je veux réinsister sur un point, c'est la mobilisation sur les tuyaux, les antennes, les câbles nécessaires du gouvernement dans le cadre du plan très haut débit. Mais les tuyaux, les antennes, c'est bien, mais encore faut-il déployer les usages. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'utilise pas toute la potentialité en termes de développement. C'est la raison pour laquelle, sur le FNADT propre de mon ministère, dans le cadre des contrats de plan État-région, j'ai souhaité qu'il y ait spécifiquement un volet usage du numérique, au-delà, évidemment, de ce que nous faisons avec le plan de très haut débit. C'est-à-dire, excusez-moi, juste pour préciser, un volet usage du numérique, c'est-à-dire qu'on finance de la formation, parce que on n'est pas comme, on est un peu comme avec l'Internet, etc. Nous, comme Monsieur Jourdain, hein, on fait de la prose sans le savoir. C'est de la formation, mais c'est aussi d'inventer des nouveaux outils, des nouveaux usages. Qu'est-ce qu'on fait du très haut débit? Donc pour les entreprises, ça permet par exemple de faire de la maquette numérique pour construire des logements. Mais encore faut-il savoir utiliser la maquette numérique pour faire du logement. C'est comment utiliser une salle de télémédecine. Voilà, c'est très concret, mais c'est plus que les câbles et le tuyau, les fourreaux qu'on passe pour faire venir le très haut débit, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ce très haut débit. Parce que c'est aussi ça qu'on doit déployer pour avoir du développement et de l'attractivité et justement gagner en compétitivité. Alors, il y avait et en service. Oui, une question, encore une fois un peu provocatrice, mais moi j'aime ça, qui a été posée tout à l'heure, qui était celle-là: la fusion des régions ne conduit-elle pas à l'isolement des territoires ruraux? Extrêmement intéressant, parce que c'est ce qu'on entend partout. Surtout, alors les grandes régions, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, on va plus être sur le territoire. Vous vous rendez compte, quand on est à Aurillac, il va falloir aller à Lyon. Je réponds, mais pourquoi vous iriez à Lyon plus qu'hier, demain plus qu'hier? Vous n'y êtes jamais allé, pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'y aller demain. Non, mais c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité. Par contre, moi j'insiste sur la nécessité de réinventer la démocratie locale. Et dans le cadre de la fusion Rhône-Alpes-Auvergne, puisque nous allons être la deuxième plus grande région de France à 8 600 000 habitants, et nous y travaillons activement. On s'est encore réunis, enfin hier il y avait le comité de suivi en Rhône-Alpes, avant-hier il y avait le comité de pilotage avec les deux présidents de région. Nous avons déjà mis toute une série de choses ensemble, et nous avons demandé à nos administrations quoi? De nous préfigurer, de nous faire des suggestions pour l'organisation de la future administration régionale. De nous faire des propositions d'une organisation qui ne soit très différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la région Auvergne, ici, d'aujourd'hui, elle va gérer pour l'ensemble de la grande région, d'ici,
toute une série de compétences. Il y en a déjà au moins 2 qui, entre les présidents, sont actées. L'agriculture, le numérique, et on travaille sur la 3e, l'aménagement et le développement du territoire. Mais il y en a plein d'autres. Donc aujourd'hui, là encore, réinventons les choses. Ne transposons pas les schémas du passé sur le futur. La grande région implique qu'on traite la proximité. Il faut la traiter. Et on la traitera aussi bien que n'importe qui dans les compétences qui sont les nôtres. Et justement, par une présence des administrations sur le terrain beaucoup plus importante encore qu'aujourd'hui, et par l'utilisation, encore une fois, des nouvelles technologies. Vivons avec notre temps. On est dans la 3e révolution industrielle, c'est celle des objets connectés, qui va, par exemple, on en parlera cet après-midi, nous permettre de traiter la mobilité, notamment dans l'espace rural, d'une façon très différente et beaucoup plus performante que celle qu'on a d'aujourd'hui. Ça change tout, à commencer par la démocratie. Alors, Alain Calmette, Joe Spiegel, et puis peut-être nous vous donnerons le mot de la fin, puisqu'on s'arrête à, grosso modo, à 45. Sur cette question, je partage les propos de René Souchon, mais je voudrais dire que les inquiétudes peuvent être légitimes, néanmoins. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se trouve dans le Cantal et qu'on s'apprête à rejoindre une grande région dont la capitale sera Lyon, on peut nourrir des inquiétudes légitimes, a priori. Mais je crois qu'elles doivent être levées par un certain nombre de garanties. La garantie de la proximité, comme vient de le dire le président Souchon, effectivement. Peut-être aussi la garantie d'une réorganisation des services de l'État qui n'oublie pas ces territoires un peu excentrés, qui de toute façon, quel que soit le découpage régional, auraient été excentrés. Donc, je veux dire, le Cantal est situé d'une manière telle que, de toute façon, il aurait été loin de sa capitale régionale. Et puis un dernier point, moi il me semble que dans la prochaine loi dite NOTRe de l'organisation de la République, il faut affirmer de façon obligatoire, claire, précise et la compétence régionale d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que la cohésion territoriale, infra-régionale, elle se fait par la région. Ce n'est pas le département qui va la faire. C'est pas d'autres, l'État non plus, en tout cas pas de cette façon-là. Mais l'idée d'une cohésion territoriale infrarégionale, c'est à la région à le faire, et il me semble qu'il faudrait que ça ne dépende pas de la volonté politique des exécutifs régionaux, mais que ce soit inscrit dans la loi. Oui, sur la réforme territoriale, si vous permettez, je trouve que, d'abord, pour être positif, ce gouvernement a le courage de faire la réforme, et c'est important, je le salue. Pour autant, je ne partage pas complètement, même si j'entends les propos du président Souchon et que une partie de ce que vous dites me sied, mais je pense que tout est parti d'un non-sens, c'est-à-dire qu'on n'explique pas une réforme en disant que le sens d'une réforme, c'est de passer de 20 ou 21 à 13 régions. Ça n'a pas de sens en soi. Ensuite, je trouve que l'a priori, et c'est mon avis personnel, l'a priori est un a priori technocratique qui tente à penser que ce qui est grand est puissant. C'est pas vrai. En Allemagne, vous avez des petites régions qui sont puissantes, plus puissantes que de grandes régions. Et donc, je pense qu'il y a eu une absence de réflexion sur la réforme territoriale, et je l'aurais bien vu autour de 4 sujets qui me paraissaient importants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'accepte pas l'organisation actuelle? C'est parce qu'il y a des doublons, parce que c'est illisible, parce que c'est inefficient, il faut bien le dire, et que la première condition, c'est-à-dire quelle organisation des pouvoirs locaux qui soit efficace, lisible, cohérente, économe des dépenses publiques. C'était la première chose. La deuxième qui me paraît très importante pour l'Alsacien que je suis, et je suis un des seuls socialistes qui affirme cela depuis 15 ans, je pense qu'on ne fera pas une réforme qui ne parle pas au vécu et au parler des gens, et au cœur des gens. Et je pense que l'identité, qui est aussi en même temps ouverture, doit être prise en compte. Et je peux vous dire que la grande région Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, je ne sais pas comment ça va passer. La troisième chose, c'est faux de dire que d'agrandir l'espace va régler le problème du pouvoir d'agir. Le vrai problème du pouvoir d'agir, c'est les vraies compétences décentralisées de l'État avec les moyens conséquents au niveau des territoires. Et on voit bien la résistance jacobine. On veut bien faire des grandes régions, mais sans compétences supplémentaires. Et la dernière raison, c'est ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est l'exigence démocratique. Mais j'aurais aimé que cette exigence soit là pour la construction de la réforme, qu'elle soit là. Alors, ce n'est pas facile, mais on imagine, je le dis d'autant plus qu'on a vécu un échec, l'échec du référendum en Alsace. C'était, pour moi, c'était quasiment gagné. En réalité, je suis allé voir le président Richert, qui est UMP, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et je lui dis, écoute, moi je suis d'accord avec cette réforme, il faut la faire. Mais la façon dont tu vas le faire, tu vas te planter. Pourquoi ?
parce qu'on ne fait pas du neuf avec les vieilles méthodes. Quelle était sa méthode? Il est allé de réunion en réunion, des salles remplies essentiellement d'aficionados, de militants, et puis les gens modestes, les gens qui ne comprennent rien d'eux. Il y a des gens qui sont venus me voir, monsieur le maire, on vote contre la réforme parce qu'on veut que vous gardez comme conseiller général. Donc les gens ne comprennent pas parce que c'est une opacité incroyable. Et donc j'ai dit, écoute, moi je te propose la chose suivante. On essaie d'être plusieurs élus de différentes sensibilités politiques. Et je pense qu'en France, dans un pays un peu démocratique et apaisé, on doit être capable, sur certains sujets, de parler un même langage, une même ambition. Et je dis, on fait une lettre aux habitants en disant que nous pensons, nous, Philippe Richert, moi-même, le Jacques Fernic chez Les Verts et d'autres, nous pensons que l'organisation actuelle n'est pas à la hauteur de bon usage des deniers publics. Mais nous n'avons pas la réponse à ça. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on y réfléchisse ensemble. Et on aurait fait une première démarche d'information, de sensibilisation, de formation des habitants, avec le temps long d'une démocratie lente. Ensuite, on aurait organisé le débat, qui n'est apparu que 10 jours avant. Et c'est tous les souverainistes, tous les gens qui ont fait peur, qui ont fait capoter le référendum, parce que le débat n'a pas eu lieu au moment où il devait avoir. Et ensuite, j'aurais proposé, au lieu que ce soit une proposition qui vienne des 3 présidents de l'exécutif, qui entre nous ont négocié de savoir qui reste sénateur, qui président. Ça, les gens ne supportent plus l'entre-soi des élus. Et ça ne supporte plus. Et j'aurais dit, on crée une assemblée citoyenne de 300 personnes qui, le temps qu'il faut, quitte à ce que les habitants soient indemnisés pendant ce temps-là, avec un collège d'élus, parce qu'il faut qu'ils soient présents, de collaborateurs, d'experts, de géographes, on ne les a jamais interrogés, des urbanistes, avec des habitants tirés au sort ou volontaires, avec la société civile, 300 personnes qui travaillent sur des scénarios. Et au lieu d'avoir un référendum qui ne marche jamais parce que c'est oui ou non, on aurait proposé des scénarios qui venaient de l'intelligence collective. Je vous garantis que ce référendum, qui a vu 58% des Alsaciens voter pour, mais où le désir démocratique n'était pas assez important parce qu'on n'a pas obtenu le quorum, je suis persuadé qu'en une démarche de démocratie édifiante qui dépassait la démarche partisane, complètement ras des pâquerettes, qui n'est plus compréhensible par les gens, on aurait pu réussir ce référendum. Et je reconnais que beaucoup de présidents attendaient que la réussite se fasse en Alsace, parce qu'on ne serait pas aujourd'hui aux difficultés. Beaucoup de présidents de région étaient prêts à faire ce travail. Moi, je regrette que les démagos de tous bords ont fait capoter ce projet. Et je me dis, au fond, il n'y a de richesse que d'hommes, que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Pourquoi? Quel est le sens de notre engagement? Est-ce que c'est pour rester en place ou pour essayer de mieux améliorer l'espace public qui, comme Dominique Arène disait, c'est comment organiser l'espace qui existe entre nous. Ça, c'est l'affaire des citoyens. On ne peut pas continuer à solliciter les gens pour le bulletin de vote une fois tous les 5 et 6 ans et considérer qu'ils sont bêtes à apporter leur contribution lorsqu'il s'agit de changer les choses. On ne changera pas les choses si on ne change pas de pratique. Merci beaucoup. Sylvia Pinel, je vais vous laisser... Oui, je sais, mais il nous reste 5 minutes, avant que vous... Même pas 3 minutes. Alors, monsieur, allez-y. Bonjour. Pierre Hainaut, maire de Saint-Ilpise, 180 habitants, Haute-Loire. Moi, je regrette que la réorganisation des communautés de communes n'ait pas profité de cette occasion, justement, pour remettre tout à plat. Là, on va faire ça rapidement, simplement, par simple addition de communautés de communes existantes, au lieu de travailler sur les bassins de vie qui auraient justement pu amener la réciprocité ville-campagne. Je sais que c'est possible, mais on nous le déconseille fortement. En tout cas, en ce qui concerne ma commune et la voisine, on va essayer de sortir de la communauté de communes dans laquelle on est pour se rapprocher d'une autre qui est notre bassin de vie. Merci, merci beaucoup. Alors, encore, allez, monsieur. Madame Pinel vous donne son temps de parole. Bernard Verdier, département de France. Alors, je voudrais ramener notre débat, le positionnement de la ruralité par rapport au réchauffement climatique, autrement dit, une problématique extrêmement grave qui concerne la planète. La complémentarité de la ruralité est une opportunité dans ce contexte-là, et on l'a vu par rapport à la gestion de l'eau. On n'a pas évoqué les circuits courts. On va le faire. C'est tout le débat de ces après-midi. D'accord. Alors, simplement un mot par rapport à la proximité. On a évoqué la réforme territoriale avec donc la puissance de la région dans l'aménagement du territoire. Nous considérons qu'un niveau de proximité est indispensable. On a parlé de la commune, de l'intercommunalité, pas de n'importe quelle intercommunalité. On parle de 20 000 habitants pour les espaces ruraux.
Ça serait une extrême erreur, une grave erreur que d'appliquer une approche numérique aussi importante aux territoires ruraux de faible densité, aux espaces montagnards valléens. Donc là, il y a effectivement une prise en compte de la notion d'espace territorial, ne pas intégrer la notion de nombre d'habitants. Donc je tiens à rappeler que cette organisation territoriale, cette approche pédagogique qui a été, je dirais, de prise en compte du citoyen, doit intégrer l'organisation territoriale de proximité, et forcément c'est l'intercommunalité. Alors j'évoquerai aussi le niveau départemental que l'on a tendance un petit peu à oublier et qui est quand même le partenaire historique du développement local et territorial. Nous affirmons que le département doit jouer un rôle important entre l'intercommunalité et la région. Voilà, je sais que nous sommes limités dans le temps, mais l'aspect réchauffement climatique, les 2 degrés on va le voir cet après-midi qui s'imposent à nous, oui, on va le voir c'est la ruralité qui apportera dans son intelligence, dans ses espaces de laboratoire, une réponse à la commande publique au niveau du comportement, au niveau de la consommation, au niveau du déplacement. On a évoqué la télémédecine, moins de déplacement de nos patients, sécurisation de nos territoires. Oui. C'est une nouvelle pratique vertueuse de notre mode de vie, qu'il soit rural ou urbain. Madame Pinel, juste un petit mot pour conclure. Alors, sur l'intercommunalité, je voudrais rappeler les propos réguliers du Premier ministre, que ce soit au congrès de l'ANEM, que ce soit hier devant les maires de France réunis en congrès, sur les souplesses et les dérogations qui seront accordées pour tenir compte justement de la densité des zones de montagne, par exemple, avec la mission confiée au préfet à l'intérieur de la commission départementale de coopération intercommunale pour réfléchir au bon schéma de coopération intercommunale. Quant au département, le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler également au débat, dans le cadre du débat au Sénat, mais aussi devant l'Assemblée des départements de France réunie en congrès à Pau, que les départements seraient confortés dans leur rôle de solidarité humaine et territoriale, notamment avec la question de l'ingénierie et de l'accompagnement et le soutien aux communes et aux intercommunalités. Donc je crois que dans les débats qui auront lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale sur les compétences des collectivités territoriales, il y a une place pour les échanges, pour les propositions, et aussi pour tenir compte, et ça c'est un souhait que je porte vivement, pour ne pas oublier les territoires ruraux, les territoires périurbains, mais aussi les territoires hyper-ruraux, parce que nous avons besoin de l'ensemble de ces territoires et de leur capacité d'attractivité et de développement pour réussir à redresser notre économie au-delà des questions institutionnelles. Et comme je vais devoir vous quitter, je voudrais simplement vous dire que la table ronde de ce matin est finalement une illustration de plus de ce que nous constatons, que j'ai pu constater pendant les assises des ruralités ou dans mon expérience d'élu local, c'est qu'il y a vraiment matière à innover, à inventer, imaginer. La preuve, un débat d'une demi-heure, vous avez été nombreux à prendre la parole, à faire des propositions d'initiatives particulièrement intéressantes, que ce soit sur l'agriculture, l'eau, des initiatives égalité hommes-femmes qui m'ont particulièrement intéressée, ou sur le numérique. Bref, on le voit, il faut faire confiance aux territoires, aux acteurs locaux, à cette capacité à se remettre en question pour avancer. Et finalement, c'est aussi grâce à cet optimisme, plutôt que de toujours avoir des discours défaitistes. Bien sûr, il y a des difficultés, mais si on se fait confiance, si les Français se font confiance, moi j'ai la conviction que nous pouvons et que nous devons réussir. Merci beaucoup.